Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là en présence. Merci aussi à ceux et celles qui sont là à la maison ou au bureau, puisqu'on fait aussi une formule webinaire là, pour les premières 45 minutes de cette présentation-là. Donc, je m'appelle Nadia Lemieux. Je suis chargée de projet de la collectivité Zéro Émission Nette de Québec et je suis accompagnée de Michel Côté, qui est un citoyen engagé depuis plusieurs années dans le mouvement environnemental. Il a participé à la création de la collectivité Zen, donc il est là depuis le début, puis les membres du comité de coordination. Michel. Euh, merci vraiment d'être ici. Là. On a fait beaucoup d'invitations, on a essayé de rejoindre beaucoup de gens pour cette présentation-là parce qu'on pense que ça peut vous intéresser de par votre travail, l'exercice que vous faites dans votre quotidien, tout ça, parce que je pense que vous êtes toutes des personnes qui contribuent déjà à la transition socio-écologique à Québec. Euh, on remercie également le Centre Jacques-Cartier qui nous accueille aujourd'hui. C'est Laurent Métet qui est à la technique, donc un de nos partenaires vraiment précieux. On est toujours content de pouvoir faire des événements ici. C'est super accueillant. Donc, merci. Pour le déroulement aujourd'hui, on va avoir une présentation d'abord qui va se terminer un petit peu avant 14h45. Pour les gens dans la salle, vous allez rester avec nous pour un segment d'atelier qui va débuter après. Pour les gens à la maison, donc, on va clore ça à environ 1h45. Il n'y a pas de période de questions en tant que telle à la présentation. Aujourd'hui, on veut vraiment mettre l'emphase sur la présentation de cette vision-là. Mais on vous invite à nous contacter suivant le lancement pour nous partager vos réactions. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé à collaborer avec la collectivité Zen suivant un peu cette présentation-là, c'est certain que vous êtes les bienvenus de nous écrire. Vous allez trouver là, dans la vision qu'on va vous partager en ligne, puis dans la vision que vous avez imprimée, les informations pour nous rejoindre. Alors, je passe la parole à Michel d'abord pour introduire cette vision du futur-là. Oui, bonjour. Alors, voilà, c'est mieux. C'est mieux. Alors, on est vraiment content aujourd'hui de faire le lancement de la vision citoyenne future pour Québec. C'est vraiment une étape importante là, dans notre démarche qu'on a entrepris déjà depuis quelques années. Alors, c'est ça, au fil des années, depuis la création, on a travaillé au début à bâtir des partenariats avec des organismes locaux. On a tissé des liens avec des acteurs du milieu. C'est vraiment l'objectif de notre projet de collectivité zen pour zéro émission nette. Et on a fait dans une autre étape, on a fait un état des lieux qui visait là, d'aller chercher c'est quoi les forces, c'est quoi les enjeux par rapport à la transition sociale et écologique à Québec. Alors, on a fait, dans cette étape-là, on a fait une cartographie des initiatives dans la région. Vous pouvez toutes trouver ça sur notre site Internet. Puis c'est ça, on a fait un portrait des forces et des enjeux. Dans la dernière année, on s'est concentré sur la création de la vision citoyenne. Alors, c'est une phase où on visait la co-construction d'une vision une fois la transition socio-écologique réalisée à Québec. Donc, d'essayer d'aller voir le plus de monde possible, de plus de diversité pour aller chercher les rêves, pour aller chercher les inquiétudes par rapport à ce futur-là. Puis aussi les idées, quand on sait que la transition sociale et écologique représente quand même des défis importants. Alors, c'est ce qu'on a fait dans la dernière année et c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui, le résultat de ces ateliers. Et donc, comment on a fait pour aller chercher, récupérer un peu ses rêves, ses idées, ses inquiétudes? On a fait un travail, en fait, participatif, collaboratif. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la vision citoyenne du futur qu'on vous présente aujourd'hui, elle a été co-construite avec des gens du milieu. C'est pas nous, notre petit comité de coordination, qui avons écrit cette vision-là. En fait, on a vraiment utilisé une démarche qui visait à rejoindre le plus de gens possible à travers ce projet-là. Et donc, on a réalisé des ateliers d'exploration du futur. Qu'est-ce que c'est, ces ateliers-là? Bien, certains dans la salle, en fait, y ont participé ou en ont entendu parler. Je sais qu'il y a certains qui sont ici qui ont contribué à tout cela. En fait, on a invité des gens en groupe à se plonger dans l'avenir de Québec en 2050 à l'aide de 4 scénarios du futur. Donc, on a utilisé des petites histoires avec des personnages qui étaient à Québec. C'est vraiment une façon de permettre aux gens d'imaginer différents mondes possibles, dans lesquels donc rien n'était entièrement rose ou noir. On ne proposait pas un scénario complètement parfait ou un scénario complètement inquiétant du futur, mais justement, ça pouvait servir comme point de départ pour avoir des discussions très, très intéressantes, très riches sur où est-ce qu'on veut aller là, collectivement. Donc, les gens, à partir de ces risques-là, ils ont pu identifier à la fois des éléments qui sont souhaitables et des éléments redoutables pour leur futur.
Donc, c'est des petites histoires incarnées. Comme je disais, ça a servi d'éléments de réflexion. Puis, avec tout cela, on a identifié donc tous les éléments, ben, pas tous les éléments, quand même pas, on n'a pas nécessairement été tout exhaustif, mais on a touché à énormément de thématiques qui concernent les gens là, dans leur quotidien et dans leur travail, etc., pour le futur. Alors, je ne sais pas si les diapositives suivent, mais en tout cas, là, quelques chiffres. On a fait 18 ateliers. Puis comme je le disais, là, avec vraiment une diversité de personnes, on a essayé d'avoir des jeunes, des retraités, en entreprise, des entreprises de technologie, des syndicats. Alors, on a essayé vraiment d'aller chercher une grande couverture. On a fait 18 ateliers qui ont regroupé 181 personnes dans le cadre des ateliers. Et ça, comme Nadia expliquait dans la démarche, ça nous a permis d'aller chercher 885 idées ou éléments par rapport à la transition socio-écologique dans la région. Ensuite, on les a regroupés. En fait, ces éléments-là se regroupaient dans 9 thématiques: la mobilité, l'habitat, l'aménagement du territoire, la gouvernance, les valeurs, les normes et modes de vie, la justice sociale et la santé, l'économie et les ressources, l'énergie puis la technologie. Alors, on les a regroupés dans ces thèmes-là et de là, on a pu dégager la vision qu'on vous présente aujourd'hui. Il y a aussi, dans ces éléments-là, il y avait des nœuds, des éléments un petit peu plus critiques, des choses qui vont être à considérer dans la prochaine étape, qu'on devra tenir compte là, de quelques exemples, des rapports avec la sobriété, le rapport avec la sobriété, la place du numérique dans la transition, les inégalités entre les territoires dans la ville de Québec. Alors, c'est quelques exemples là, de nœuds qui sont ressortis, des inquiétudes que les gens ont soulevées, mais qu'on va devoir tenir compte dans les prochaines étapes de la démarche. Et donc, pour faire cela, on a suivi une méthodologie existante, en fait, qui a été développée par une équipe de recherche qui s'appelle Chemin de transition, qui est associée à l'Université de Montréal puis à l'Espace pour la vie. Donc, Chemin de transition a déjà mis en pratique cette démarche-là à l'échelle du Québec. Là. Ils ont fait 3 grands territoires, 3 grands défis: le défi territoire, le défi alimentaire et puis le défi numérique. Donc, ils l'ont déjà mis en pratique, puis ils ont pu l'adapter en fait pour les collectivités zen, les collectivités zéro émission nette. Il y en a 8 actuellement au Québec et on suit donc toute cette démarche qui a été développée par Chemin de transition. Et donc, c'est une approche prospective qui est mise de l'avant par Chemin de transition. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Bien, en fait, c'est l'idée là, selon laquelle le futur n'est pas entièrement déterminé par le présent et puis qu'on a tous et toutes la capacité d'imaginer un avenir différent. Donc, ça consiste vraiment en un exercice d'imaginaire collectif du futur qui est basé quand même sur une combinaison de tendances scientifiques qui sont bien documentées. Donc, on n'a pas proposé aux gens des récits de science-fiction là, qui s'appuient sur rien. On est vraiment parti quand même de trames possibles, plausibles pour le futur. Et donc, comme je le disais tantôt, on a utilisé des récits pour se plonger dans le futur plutôt qu'arriver aux gens et demander qu'est-ce que vous voulez pour votre futur, parce que là, les gens vont avoir tendance à sortir des éléments qui sont vraiment en lien avec le présent, alors qu'on veut vraiment les inviter à sortir un peu de nos contraintes actuelles, puis de nos grands enjeux, nos grands débats qui sont actuels. Je vais faire juste une petite lecture d'un extrait d'un récit, juste pour que vous puissiez voir un peu l'esprit. Donc, c'est un des 4 récits qu'on a mis en jeu pendant cette période d'atelier. On était le 8 juin 2050 et il y avait une petite famille qui était en train de partager un repas. Léo, tu me passerais le bar, maman? Juliette, voilà. Maintenant qu'on est tous réunis, j'ai une super nouvelle. Le repas des Perrons est brusquement interrompu par la sonnerie simultanée des miniphones de chaque membre de la famille. Un petit appareil numérique fourni par le gouvernement et ayant une durée de vie quasi illimitée. Tous ont reçu un message de Pour vous, la centrale d'intelligence artificielle gouvernementale, communément appelée la centrale IA, qui partage en continu à la population et aux organisations les informations qui les concernent. Vous voyez, ça, c'est un récit qui abordait beaucoup la question du numérique, la place de la technologie dans nos vies dans le futur. Oui, ce sera à toi. Ah non, c'est toujours moi, excusez. Donc, après tout ça, on a récolté toutes ces données-là, tous ces petits post-it. Là. On parlait de 885 post-it seulement pour ce qui est souhaitable. Je ne vous dis même pas le nombre de ce qui était redoutable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec toutes ces données-là? Il y a eu un rigoureux processus de synthèse en 3 étapes. On a utilisé, bon, vous avez un petit screenshot ici, l'outil Miro là, en ligne là, pour regrouper tous ces éléments-là. D'abord, on a classé les idées. Dans certaines thématiques, je peux dire, il y avait au-dessus de 100 idées là, qui avaient été nommées. Donc là, il y a eu un travail de fusion, de simplification. Première étape de synthèse. Ensuite, en deuxième lieu, on a résolu les nœuds.
Donc, on s'est attaqué, là, comme Michel disait tantôt, aux grands dilemmes, les grands défis que pose la transition. Ça, c'est beaucoup les post-it oranges là, qu'on avait abordés en atelier. On avait posé des questions pour aller en profondeur un peu plus sur ces éléments-là critiques. Et en troisième lieu, on a formé des acquis. Donc, les acquis, c'est les grandes thématiques systémiques de la transition socio-écologique. Donc, c'est les post-it verts là, qui ont commencé à émerger. Puis, ce soir, en fait, ce qu'on va vous montrer, c'est vraiment le résultat des acquis qu'on a pu faire. Donc, en attendant la diapositive, avant de vous présenter officiellement la vision dans les prochaines minutes, je voulais remercier là, tous ceux qui ont collaboré, entre autres les co-porteurs de la collectivité là, qui sont présents pour assurer la démarche de la collectivité zen de Québec, donc les Amis de la Terre de Québec, le Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale, puis aussi tous nos partenaires. Il y en a plusieurs qui nous ont ouvert leurs portes puis qui nous ont donné accès à leurs membres. Quand on disait qu'on avait rencontré une diversité de personnes, bien, on l'a fait beaucoup en passant par les réseaux de nos partenaires. Merci aussi au Front commun, qui est l'organisme qui chapeaute les collectivités zen. La collectivité zen de Québec a fait partie d'un réseau et c'est le Front commun pour la transition énergétique qui chapeaute le tout. Merci à Chemin de transition, Opération Veille et soutien stratégique qui nous aide dans l'application dans la définition de la démarche puis dans l'application de la démarche. On a eu beaucoup de support de Chemin de transition pour les ateliers de vision. Puis on a aussi beaucoup de support de l'OVSS. Pierre-Élie est ici aujourd'hui avec nous autres pour nous donner un coup de main. Donc, c'est ça. Un gros merci aussi à la Caisse d'économie solidaire des Jardins qui nous a soutenus financièrement pour toute la période où on a réalisé les ateliers de vision puis l'analyse de la vision. Donc, ça a été une contribution importante là, pour assurer le fonctionnement de la collectivité dans le cadre de ce projet-là. Puis, merci aussi à tous les autres collaborateurs, tous les groupes qui nous ont appuyés dans la démarche. Il y en a parmi vous qui ont validé certaines parties des travaux pour l'élaboration de la vision. Donc, merci à tout le monde qui a collaboré à cette étape-là. Oui, un énorme merci parce que c'est vraiment un travail quand même assez important. Là, donc, ça prend beaucoup, beaucoup de gens pour arriver à ça. Donc, sans plus tarder, on va vous dévoiler la vision du futur. Donc, vous voyez, on vous a remis la vision en format papier là, pour les gens dans la salle. À la maison, on vous met le lien vers la vision. Donc, l'idée, c'est qu'on va lire ensemble la vision. Fait qu'on vous invite à suivre le texte. Et puisque c'est un processus participatif, donc on tenait quand même à donner la voix à différentes personnes qui ont contribué à la réalisation de cette vision-là. Je vais inviter toutes les personnes qui vont faire cette lecture à se rapprocher de la scène. Je vais les présenter au fur et à mesure des thématiques. Merci, Michel. On va commencer par la première thématique, un réel pouvoir d'agir collectif. Et pour faire cette lecture, on a Marie-Emmanuelle Côté, qui est coordonnatrice du réseau de développement des communautés de la capitale nationale, et Lucie Bergeron, une citoyenne engagée depuis plusieurs années dans le mouvement environnemental, qui a participé à la création de la collectivité zen et qui fait partie de notre comité de coordination, qui vont lire donc ce premier volet. Alors, un réel pouvoir d'agir collectif. Dans la ville de Québec de demain, la collectivité bénéficie d'un pouvoir d'agir grandement renforcé. Les structures politiques, beaucoup plus décentralisées et accessibles que dans le passé, permettent l'exercice d'une responsabilité réellement partagée avec l'État, l'administration municipale, les organisations et les citoyennes et citoyens. Le pouvoir s'est rapproché de la population et les quartiers sont de véritables espaces de participation citoyenne. Cette évolution est le résultat d'un vaste mouvement d'autonomisation à l'échelle locale et de la mise en place de mécanismes favorisant la démocratie directe. Ainsi, en 2050, la collectivité a réalisé sa transition vers la carboneutralité, la résilience et une équité sociale accrue en déterminant elle-même ses priorités et stratégies selon ses réalités et besoins. L'autonomie de la Ville de Québec, de ses arrondissements et de ses quartiers s'exerce à la lumière d'une pensée globale, consciente des limites planétaires et soucieuse de la justice sociale. L'ensemble de la collectivité reconnaît la souveraineté et le droit à l'autodétermination des peuples autochtones sur leur territoire. Le rôle de gardienne de la nature des Premières Nations est reconnu et célébré par la population. La nation Huron-Wendat et la population allochtone de Québec entretiennent de bons liens
et forment des alliances pour faire face à des enjeux communs. Des instances de coordination régionale et pan-québécoises assurent le financement équitable et le déploiement cohérent de la transition dans tous les territoires. Leurs stratégies et leurs programmes se fondent sur la vision et les valeurs définies démocratiquement et les principes de mixité sociale et d'équité territoriale. Certains enjeux transversaux comme le transport, l'encadrement des industries ou l'accès à une vie décente pour toutes et pour tous continuent à relever en partie de paliers gouvernementaux supérieurs, mais les acteurs de la collectivité assurent un fort leadership en la matière. Les acteurs du développement de Québec agissent en collaboration avec toutes les collectivités de la région de la Capitale-Nationale et au-delà, dans une dynamique de solidarité territoriale. Les disparités de moyens entre le milieu rural et le milieu urbain sont choses du passé. Cette solidarité territoriale prévaut aussi à l'intérieur de la Ville de Québec. Aucun quartier n'a été laissé de côté dans la transition. Tous bénéficient d'une meilleure qualité de vie et d'un environnement sain. Les quartiers historiquement laissés pour compte ont rattrapé les quartiers plus favorisés, améliorant ainsi la santé du public. Tous les secteurs abritent désormais une vaste canopée urbaine et ceux où il y avait jadis le plus d'îlots de chaleur, de bâtiments mal isolés ou de pollution de l'air sont aujourd'hui aussi verts que les autres. Les quartiers les plus avant-gardistes dans la transition ont servi de modèle et d'inspiration pour les autres. Les logements y demeurent abordables et tout le monde y trouve sa place. Les initiatives porteuses comme les écoquartiers servent de réponse aux besoins sociaux. La gestion collective et l'autogestion sont devenues la norme dans plusieurs sphères de la vie commune et s'appuient sur une forte participation citoyenne. Cela est également vrai pour les sphères de la santé et de l'éducation, qui s'incarnent dans une approche plus communautaire. Les modèles de mise en commun ont été popularisés par l'éducation et le partage d'expériences positives. Les occasions d'engagement sont nombreuses pour les citoyennes et citoyens, notamment au sein d'assemblées publiques. L'écoute, l'apprentissage et la bienveillance sont des valeurs centrales dans ces espaces de participation. Merci, Lucie. Merci, Marie-Emmanuelle. Donc, cette première thématique, là, vous allez voir tout à l'heure, pour ceux qui sont dans la salle, on va faire un travail d'atelier dans 3 thématiques sur 4 de la vision, puisque celle-ci, on considère que c'est une thématique qui doit vraiment être transversale à l'ensemble des autres thématiques de la transition, puisqu'on est beaucoup dans le comment on va faire ça ensemble, qui participe aux décisions et tout. Donc, voilà. Deuxième thématique. Des milieux de vie propices au bien-être et à la sobriété. Et pour en faire la lecture, j'accueille sur la scène Frédérique Lavoie, coordonnatrice des volets aménagement du territoire et communication au Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale. Elle est également membre du comité de coordination de la collectivité ZEN. Et Karen Busque, coordonnatrice à la mobilisation et aux communications aux Amis de la Terre de Québec, également membre du comité de coordination de la collectivité ZEN. Bonjour. Donc, des milieux de vie propices au bien-être et à la sobriété. Donc, les citoyennes et citoyens de Québec aspirent désormais à un mode de vie plus simple et sobre en carbone, favorisant d'abord et avant tout leur santé et leur bien-être. La Ville est organisée de façon à faciliter l'adoption de ces modes de vie désirés, et ce, grâce à la création de véritables milieux de vie. Le critère de la proximité est maintenant un principe fort de l'aménagement des quartiers. Les lieux d'habitation sont proches des services, lieux de travail et autres espaces d'activité quotidienne. L'autonomie des différents quartiers et le sentiment de vie en communauté sont ainsi renforcés, tandis que l'étalement urbain et l'empiètement sur les milieux naturels ont été réduits au maximum. Le développement immobilier s'effectue désormais uniquement à l'intérieur des espaces bâtis existants. On préconise une densification douce pour favoriser la qualité de vie en évitant la construction de grandes tours d'habitation. Les îlots de chaleur sont chose du passé grâce aux actions de verdissement et à l'aménagement raisonné. La création de milieux de vie inclusifs s'appuie sur la garantie de l'accès aux logements et de leur qualité. L'abordabilité des logements est assurée pour protéger le droit au logement. Les quartiers abritent une multiplicité de types de logements communautaires pour répondre aux besoins variés, dont du logement social et des coopératives d'habitation. Certains de ces logements communautaires sont le fruit d'une réappropriation d'unités existantes et d'espaces commerciaux désaffectés.
La qualité des infrastructures est assurée pour fournir des logements adéquats dans tous les quartiers. Une attention particulière est portée à l'efficacité énergétique des bâtiments et on prévient leur dégradation grâce à des mesures proactives d'entretien. L'attachement à la nature est désormais l'une des valeurs les plus chères à la communauté. Les personnes entretiennent des relations d'interconnexion avec le territoire et la protection de la nature est donc maintenant une priorité collective. Différentes approches de protection sont préconisées selon les milieux. Les échanges naturels, les espaces naturels protégés demeurent publics et accessibles notamment grâce à l'aménagement de sentiers. Une véritable trame verte et bleue traverse la ville, assurant la connectivité des écosystèmes et la mise en valeur des milieux naturels. La protection des plans d'eau et la revitalisation des berges permet de freiner la baisse du niveau de l'eau. Plusieurs cours d'eau sont accessibles pour la pratique des activités aquatiques à faible impact écologique. Les milieux de vie reflètent eux aussi cette nouvelle sensibilité à la nature. La canopée urbaine est étendue, y compris dans les quartiers centraux et historiquement défavorisés. Des îlots de verdure foisonnent désormais là où dominait jadis le béton et l'asphalte. La nature est partout et non pas réservée à certains lieux comme les écoquartiers. On n'a plus besoin de s'évader de chez soi pour en profiter et la qualité de vie s'en trouve nettement améliorée. Le réseau de transport en commun est efficace, rapide et confortable. Le transport collectif est accessible, gratuit et inclusif. Tous les quartiers, y compris les banlieues, sont desservis via des pôles de transport collectif situés au cœur des milieux de vie. Une diversité de modes de transport sont disponibles. Le transport interurbain et interrégional a aussi été grandement amélioré. L'accès aux espaces naturels situés en périphérie de la ville est assuré par un service de transport collectif. Le réseau ainsi amélioré transporte maintenant un nombre d'usagers et d'usagères beaucoup plus important qu'auparavant. Grâce à l'aménagement des milieux de vie, la mobilité active est un mode de déplacement privilégié pour les citoyennes et citoyens. Il est possible d'accéder facilement aux services à pied ou à vélo. Les routes sont partagées pour permettre des déplacements sécuritaires et efficaces. Le vélo est désormais un mode de transport très répandu et populaire, notamment grâce à l'aménagement d'un vaste réseau de pistes cyclables. On a renoncé au tout à l'auto et plusieurs personnes sont heureuses de vivre sans voiture. Le temps perdu dans les embouteillages n'est maintenant plus qu'un mauvais souvenir. Merci, Frédéric. Merci, Karen. Pour la troisième thématique, je vais inviter Félix Bussière, conseiller stratégique au pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale. Et je vais lire en duo avec Félix. Bonjour, bon après-midi. En 2050, l'économie est au service du bien collectif. La réponse aux besoins de base pour toutes et tous passe devant l'accroissement de la richesse et l'accumulation de biens. L'importation de produits a reculé au bénéfice des filières locales qui ont pris de l'ampleur. L'économie sociale et solidaire et le modèle de l'économie circulaire occupent une place prépondérante dans le paysage de la ville de Québec. Nous avons collectivement réinvesti dans les services publics ainsi que dans une meilleure protection des ressources et des milieux naturels. Les gens distinguent beaucoup mieux leurs désirs de leurs vrais besoins, comme bien se nourrir, être en sécurité, soigner nos relations sociales et jouir d'un environnement sain. La consommation débridée et ses conséquences environnementales et sociales alarmantes a fait place à la sobriété matérielle. L'omniprésence de la publicité et l'obsolescence programmée sont choses du passé, tandis que la réutilisation et la réparation des biens sont la norme. Les citoyennes et citoyens sont sensibilisés en matière de choix de consommation éclairés et se sentent libérés de la pression sociale à la consommation. L'accès aux biens essentiels, pour leur part, est assuré par leur disponibilité et leur abordabilité. La collectivité de Québec est plus résiliente car elle a renforcé son autonomie en misant, dans toute la mesure du possible, sur la production locale des biens considérés essentiels. Cette production s'appuie sur un développement industriel raisonné et responsable, autant en amont sur le plan de l'extraction des ressources qu'en aval sur le plan de la gestion des matières résiduelles. L'utilisation de l'énergie par les industries est encadrée. La sobriété énergétique est de mise pour limiter l'extraction de nouvelles ressources et l'accroissement de la production énergétique. La production alimentaire occupe une place centrale dans l'organisation de l'économie et de la collectivité.
L'autonomie alimentaire a été grandement renforcée par des politiques visant le soutien à la production et l'achat local. Pour s'assurer de la durabilité du système alimentaire, le modèle agroécologique a été favorisé. Désormais, l'ensemble de la production est biologique. La population mange au gré des saisons et selon des particularités du territoire. Les citadins et citadines ont accès facilement aux aliments locaux par l'entremise de circuits courts régionaux. On reconnaît l'importance de la ruralité et des communautés qui l'animent autour de la ville de Québec. Les terres agricoles sont protégées pour leur vocation nourricière. L'agriculture est hautement valorisée et la relève est adéquatement soutenue. En ville, l'agriculture urbaine se déploie un peu partout et on fait preuve d'ingéniosité pour augmenter les surfaces cultivables. Les technologies occupent une place beaucoup moins importante qu'avant dans la vie des habitants et habitantes de Québec. On adopte un regard critique face au développement des technologies numériques et leur usage s'appuie sur des questionnements éthiques. La transition n'a pas été réduite à un défi technologique, mais c'est plutôt centré sur de vastes transformations sociales. Les technologies adoptées sont au service des besoins collectifs et non des intérêts privés. Celles qui sont considérées essentielles, notamment pour l'accès à l'information, sont à présent accessibles à toutes et à tous. Merci, Félix. Pour terminer, la dernière thématique, un tissu social fort. Marianne Julien, qui est co-coordonnatrice en développement social, volet action collective au collectif pour l'inclusion et le développement social dans la capitale nationale, et Hélène Guillemette, directrice générale du Réseau québécois de développement social et membre citoyenne du comité de coordination de la collectivité ZAMU. Bienvenue. Bonjour. Alors, un tissu social fort. Au fil de la transition écologique, la communauté s'est ralliée autour d'un objectif commun, le désir de bien vivre. On a réalisé que tout le monde était concerné par les changements à entreprendre, mais que certaines personnes étaient plus impactées que d'autres. Une véritable transition sociale s'est enclenchée. Les liens entre des gens aux horizons variés se sont renforcés et les citoyennes et citoyens de Québec ont développé une grande sensibilité aux réalités différentes. De nouvelles pratiques, de nouveaux modes de gouvernance et de nouveaux aménagements physiques favorisent désormais une riche vie collective, une solidarité accrue et davantage de mixité sociale. Sur le plan des pratiques, l'entraide, la coopération et le partage sont dorénavant monnaie courante. La communauté sait s'organiser pour faire face aux difficultés, pour subvenir à leurs besoins. Les citoyennes et citoyens n'hésitent pas à s'échanger des biens et services. Le partage est facilité de diverses façons, notamment par des initiatives de mutualisation de biens à l'échelle du voisinage. Le développement de nouvelles pratiques communautaires est encouragé par la création de relations directes entre les personnes, qui se côtoient lors d'une panoplie d'activités collectives comme des fêtes de quartier et des repas communautaires. Loin d'être imposés, l'entraide et le partage sont plutôt fortement valorisés dans la communauté, et ce, dès l'enfance. La création de liens sociaux et le bien-être collectif ont pris le dessus sur l'individualisme et l'isolement. Les modes de gouvernance favorisent la pleine participation des membres de la collectivité dans la planification de la transition. La participation citoyenne et la mobilisation sont au cœur de la vie sociale. Les citoyennes et citoyens sont directement engagés dans l'amélioration de leur quartier. Des mécanismes permettent à toutes les voix d'être entendues, y compris celles des personnes en situation de précarité ou d'exclusion. Ces personnes étant plus vulnérables aux impacts des changements climatiques, leur vécu et les besoins sont pris au sérieux. Grâce à divers espaces de participation qui favorisent la mixité, elles sont partie prenante des transformations qui ont cours dans leur milieu de vie. Les lieux physiques sont aménagés de façon à favoriser la création de liens sociaux et la convivialité. Autant l'aménagement des quartiers que les modèles d'habitation sont conçus pour favoriser les échanges, la mixité sociale et la réalisation d'activités communes. Tous les quartiers sont dotés de nombreux espaces publics partagés et de centres communautaires. Les espaces d'habitation, pour leur part, sont dotés d'aires communes. La cohabitation est devenue monnaie courante, ce qui s'est traduit entre autres par l'essor du modèle de cohabitation multigénérationnelle. Cette cohabitation s'est répandue grâce à la mise en place de stratégies visant à mieux occuper les espaces de logement disponibles. Partout à Québec, on retrouve des écoquartiers qui sont accessibles à l'ensemble de la communauté. Les familles, personnes retraitées, personnes seules et travailleurs et travailleuses s'y côtoient.
Pour en arriver là, la réduction des inégalités socio-économiques a été une pierre angulaire de la transition. Consciente du risque que les transformations en cours favorisent seulement les mieux nantis et exacerbent la marginalisation de certaines populations, la communauté a agi avec proactivité. La Ville de Québec, avec l'appui des autres paliers de gouvernement, assure à l'ensemble des citoyennes et citoyens la couverture de leurs besoins de base et fournit une banque de services gratuits et carboneutres. La protection des droits humains est au centre des décisions, dont les droits à l'alimentation, au logement, à la mobilité et à la santé. Québec est une ville d'accueil pour les réfugiés climatiques, réfugiés EES. Elles offrent des programmes d'accueil et d'intégration adaptés et respectueux de leurs droits. Petit à petit, on a retissé du lien social, ce qui a grandement amélioré la qualité de vie. On a revisité les notions de richesse et de confort. Désormais, la coopération et la solidarité sont plus importantes que la consommation et l'accumulation. On est sorti du paradigme de la surproductivité au travail et de l'hyperconnectivité au profit des rapports humains forts et d'une meilleure santé mentale. Le dialogue et la reconnaissance de la valeur de chacun a permis d'atténuer la polarisation entre les différents groupes. Tout le monde se sent responsable du maintien de la cohésion sociale. Merci Marianne, merci Hélène. Donc, c'est ce qui met fin à la vision. Je sais que c'est un peu, ça peut être un peu dense de recevoir ça comme ça, mais vous avez la copie, puis j'ai vu que plusieurs d'entre vous annotaient tout ça, donc j'imagine qu'il y a des éléments en tout cas qui ressortent, qui font écho un peu à vos propres préoccupations. Donc, prenez le temps là, de décortiquer ça, les thématiques qui vous conviennent le plus, les petits paragraphes qui correspondent le plus à votre action. Là. On espère que cette vision-là va continuer de vivre pendant un bon bout de temps. Donc, merci beaucoup à nos lectrices puis à notre lecteur d'avoir joué le jeu de lire cette vision-là. Comme vous l'avez remarqué, il y a du travail à faire nécessairement pour se rendre à cette vision 2050. C'est une vision qui se veut ambitieuse, c'est normal. On souhaite donc que la transition socio-écologique soit une transition qui soit systémique. Donc, on ne veut pas juste des changements de surface, on veut aller en profondeur. Heureusement, il y a déjà beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont engagés dans ce sens-là, qui ont le désir de collaborer, puis qui travaillent déjà là, pour un avenir plus viable et plus juste pour notre ville, dont vous faites partie. La collectivité Zen entend continuer à jouer un rôle rassembleur pour travailler ensemble vers l'atteinte de cette vision-là. Donc, c'est le rôle qu'on se donne pour la suite. Je vais changer ma slide. Dans la prochaine année, l'objectif avec la collectivité Zen, c'est de rassembler les personnes puis les groupes engagés dans les différentes thématiques qu'on vous a présentées aujourd'hui pour tracer des chemins de transition. Donc, les chemins de transition, ce sont des trajectoires de changement systémique qui doivent nous mener à l'atteinte de la vision en 2050. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de cette méthodologie-là aujourd'hui, mais en nous suivant, vous allez voir un peu plus par quoi, qu'est-ce qu'on veut dire par là. Donc, c'est un peu, là, on va tracer des lignes du temps, en fait, jusqu'en 2050, puis on va se mettre au travail pour identifier les jalons essentiels, là, un à la suite de l'autre, qui doivent nous mener à l'atteinte de cette vision-là. Donc, restez à l'affût pour connaître la suite. Donc, vous pouvez dès maintenant consulter la vision citoyenne sur notre site web au collectivitézenquebec.org. Vous pouvez nous écrire là, à la boîte info si vous avez des questions sur la collectivité Zen ou pour nous partager votre intérêt à collaborer pour la suite du projet. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et vous inscrire à notre infolette pour être tenu au courant des prochaines étapes. Pour les gens dans la salle, on vous invite à rester des nôtres pour les ateliers qui s'en viennent. Puis, aux gens à la maison, un énorme merci pour votre présence en virtuel, pour l'intérêt porté à notre démarche. Puis, on se dit à la prochaine. Merci. Le Zoom est terminé. Oui, merci. Donc là, on va passer plus en mode atelier. Fait qu'il va y avoir un petit moment